vais donc mettre en relation j'ai essayé de mettre en relation les études animales avec les théories postcoloniales, car il m'a semblé qu'il y avait là quelque chose à trouver, peut-être. C'est un essai et de voir un petit peu comment j'essaie de mettre en lumière comment ces deux mouvements, tendances, théories, études, qui sont apparus globalement au même moment, c'est-à-dire dans les années 80-90 du siècle dernier, ont peut-être influencé certains travaux actuels. Donc, je vais commencer. La question quelque peu provocante du titre de ma communication, Can the Animal Speak, renvoie clairement à l'article célèbre entre tous de Gayatri Spivak, Can the Subaltern Speak, paru en 1988 et qui se trouve au cœur même des théories postcoloniales. Rappelons que ces dernières se sont affirmées avec force à partir des années 80 dans le sillage du cultural turn. Et il serait intéressant de se poser la question s'il s'agit là d'un véritable changement de paradigme. L'ancrage épistémologique des Animal Studies ou encore des Human Animal Studies est étonnamment proche de celui des théories postcoloniales, comme nous allons le voir dans les deux premières parties de cette communication, la troisième étant consacrée à un questionnement critique de ces soubassements théoriques. Alors, la perspective postcoloniale a été définie, j'ai choisi une définition parmi tant d'autres, donc a été définie par Marie-Claude Smuts dans son ouvrage « La posture postcoloniale » paru en 2007 comme, je cite, « une approche, une manière de poser les problèmes, une démarche critique qui s'intéresse aux conditions de la production culturelle des savoirs sur soi et sur l'autre », première partie de la définition, et à la capacité d'initiative et d'action des opprimés, appelée agency en anglais, dans un contexte de domination hégémonique. Les théoriciens postcoloniaux ont transposé en général la notion d'hégémonie, telle que l'a développée Gramsci, sur le rapport colonisateur-colonisé et tenté de promouvoir des travaux qu'ils considèrent comme contre-hégémoniques. Pour eux, la relation d'autorité et ou de subalternisation caractérise toute société, coloniale en particulier, impliquant une nécessaire adaptation à des formes culturelles déterminées par autrui. Le projet postcolonial revient alors à mettre en lumière les formes essentialistes et totalisantes de l'eurocentrisme afin de pouvoir les déconstruire et de parvenir à je parle donc le vocabulaire postcolonial, à une sortie de l'Europe saisie comme le seul moyen d'une réelle émancipation. Celle-ci est comprise comme la réappropriation d'une parole, d'une autonomie, comprise comme capacité d'agir, donc agency. Parallèlement, les études animales, donc animal studies, semblent relever d'une certaine façon de la même posture. Si 1492 est parfois donné comme césure par certains théoriciens postcoloniaux comme Stuart Hall par exemple, c'est la Renaissance et dans son sillage l'humanisme, jusque-là pensé dans son acception positive, centrée sur la capacité de l'homme de progresser et d'accéder ainsi à un haut degré d'épanouissement personnel, que le post-humanisme contemporain vise à remettre en question. Plus question désormais d'évoquer un monde qui serait divisé en un centre, l'Europe pour les postcoloniaux, l'humain pour certains penseurs des Animal Studies, et une périphérie située hors d'Europe pour les uns, située hors de l'humain pour les autres. Il s'agit bien de renverser le centre et la périphérie, qui est le projet postcolonial par excellence, tout comme il s'agit de repenser la place centrale occupée par l'humain, rejetant jusque-là l'animal dans une périphérie proche, je pense aux chiens, aux grands singes, ou lointaine, pour les tiques, les puces, permettant néanmoins, dans tous les cas, de justifier la violence épistémologique et physique dont il a fait l'objet.
Ainsi, les théories postcoloniales et animales sont aussi ancrées dans une rhétorique de lutte, voire de combat, contre toute forme de domination perçue comme insupportable. Et nombre d'ouvrages contemporains s'inscrivent dans cette façon de voir les choses. Mais les théories postcoloniales et animales se rejoignent également à un autre niveau, visant à déconstruire une façon de penser tenue pour occidentale. Le terme de déconstruction nous fait irrémédiablement penser au texte posthume de Derrida, L'animal que donc je suis, et dans lequel le philosophe prend soudainement conscience du regard que son chat porte sur lui alors qu'il se trouve dans sa salle de bain. Derrida tente alors de saisir le point de vue de son chat. On peut penser au point de vue du chien, enfin du tableau du chien que nous avons vu tout à l'heure. Donc Derrida tente de saisir le point de vue de son chat en train de l'observer, de prendre en compte le point de vue de l'autre par conséquent. De la même façon, les penseurs postcoloniaux et animalistes, je vais les appeler animalistes pour aller un petit peu vite, ou encore du posthumanisme, tentent de décentrer leur regard, puisqu'il s'agit pour eux, en premier lieu, de défocaliser et ou de refocaliser ce fameux regard. Cette tentative de décentrement transparaît clairement dans les expressions comme point of view ou viewpoint, fréquemment utilisées dans leurs textes. En ce sens, nous évoquerons rapidement deux théoriciens majeurs, l'un des post-colonial studies, l'autre des animal studies, dont les approches restent étonnamment proches. Je pense à Homi Bhabha et à Donna Haraway, qui ont tous deux souligné l'importance du point de vue dans leurs textes. Je pense l'importance du point de vue qui transparaît déjà dans le titre de l'ouvrage majeur de Homi Bhabha, Location of Culture, donc très mal traduit en français par les lieux de la culture. Il ne s'agit pas du lieu de la culture, mais il s'agit du positionnement de la culture. Et encore, ce n'est pas non plus une traduction formidable. Et je pense encore à la notion de savoir situé développée par Donna Haraway. Donc, première partie, Location of Culture et savoir situé. Nous nous trouvons là, dans la première partie de la définition de Marie-Claude Smoot, donc, qui s'intéressait donc aux conditions de la production culturelle des savoirs sur soi et sur l'autre. Donc, les projections postcoloniales ont développé une focalisation spécifique et novatrice sur des événements coloniaux jusque-là autrement perçus. Elles poussent parallèlement à saisir le monde à travers des concepts qui mettent en avant l'imprécision, voire la fluidité des frontières et des lignes de partage conceptuelles, insistant sur la relativité des points de vue. Le monde ne serait plus à façonner et à modeler à partir d'un regard déterminé, j'entends celui du dominant, mais à partir d'une série de regards qui s'entrecroisent, se mêlent et se démêlent, offrant ainsi une nouvelle perception de l'altérité. Homi Bhabha insiste à plusieurs reprises sur le fait que l'autre n'existe que s'il parvient à pénétrer dans un champ de vision. Et ce n'est qu'à partir de là, là étant pour lui vraiment une métaphore spatiale, ce n'est qu'à partir de là que peuvent se développer des phénomènes de mimicry. Je ne développerai pas ici l'idée de mimicry qui est centrale pour les théories postcoloniales. Homi Bhabha définit simplement la mimicry comme l'art de l'imitation ou, si l'on veut, un réajustement permanent à d'un comportement sur celui d'autrui et réciproque. Donc, Bhabha s'intéresse également aux liens qui relient les mondes, à leur inévitable influence réciproque et la fluctuation des frontières devenues définitivement floues où transparaît la nostalgie d'un ailleurs ou d'un extérieur qui pousseront à la création d'espaces oxymores et hétérotopes, ce qu'il appelle les espaces tiers, third place, intégrant l'altérité à des degrés divers pour faire apparaître des entités neuves, hybrides. Et donc là, l'autre grand terme des théories postcoloniales est bien sûr celui d'hybridity,
qui nous intéresse également dans les études animales. On peut peut-être considérer qu'un chien domestiqué est devenu un hybride. On peut peut-être aller un petit peu dans cette direction. Donna Haraway et Sandra Harding développent quant à elles une idée assez proche, à travers le concept de savoir situé, en vue de faire émerger une épistémologie du point de vue, ou standpoint. Dans ses travaux, Donna Haraway insiste sur la nécessité de multiplier les points de vue pour déconstruire le plus de normes possibles, féminin, masculin, mais aussi les frontières entre le naturel et l'artificiel, à travers la figure du cyborg, tout comme il s'agit de déconstruire la frontière entre l'animal et l'humain. Les concepts d'hybridité et de mimétisme, assez proches de mimicry, apparaissent alors également comme fondamentaux. Elle insiste, elle aussi, sur la fugacité, la fluctuance des images de soi et de l'autre, qui doivent sans cesse être réajustées et qui finissent finalement par se perdre dans un jeu de miroir où se met en œuvre la porosité entre les espèces, amenant plusieurs, je reprendrai un mot de Donna Haraway un peu obscur, nature-culture en un mot, à s'intriquer. Mimicry et hybridity peuvent donc être compris comme le résultat d'un regard démultiplié porté sur l'autre et permettant de hiérarchiser toute forme de relation à l'altérité. Il s'agit bien là d'irriter, c'est un terme que Homi Bhabha aime beaucoup, d'irriter les contours de la pensée occidentale moderne et d'en renouveler les conditions de la production culturelle des savoirs sur soi et sur l'autre, pour revenir à la définition de Marie-Claude Smuts. Deuxième point concernant les phénomènes d'agency et de co-agency. La définition proposée, donc des théories postcoloniales que j'ai tout à l'heure citées, concerne dans sa deuxième partie la capacité d'initiative et d'action des opprimés, donc agency, dans un contexte de domination hégémonique. La question de la capacité d'agir des opprimés, donc agency, reste l'un des termes clés des théories postcoloniales. La capacité d'agir recoupe bien entendu celle de parler, de s'exprimer, d'être entendu, de parvenir à l'égalité dans la différence, le fameux different on equal term, cher à Homi Bhabha. Là encore, nous sommes assez proches de la façon de repenser le lien à l'autre, comme le fait Donna Haraway. Cette dernière propose en effet de concevoir autrement les relations homme-animal, au-delà des relations sujet-objet. Dans The Companion Species Manifesto, Dogs, People and Significant Otherness, mon anglais étant ce qu'il est, elle évoque des compagnons d'espèces et propose de les considérer comme des altérités signifiantes avec lesquelles l'humain doit entrer en relation. Elle développe également l'idée de la possibilité d'une co-agency, entendons d'une possibilité d'action autonome de l'animal, mais partagée et réciproque. Cette extension de la communauté des égaux entraîne chez elle également la promotion d'un droit à la différence dans l'égalité, devant déboucher sur une citoyenneté symbolique pour l'animal. Alors, je ne voudrais pas aborder la question des droits des animaux, dont il sera question demain, mais je voudrais tout de même rappeler que ces questions, comme celle de la citoyenneté symbolique, ont déjà été abordées en d'autres temps par les tenants d'un discours, je dirais, mûri par les Lumières, celui de la Révolution française, ainsi que l'a montré Pierre Cernat, dont nous regretterons tous très fortement l'absence aujourd'hui, dans ses travaux, notamment dans L'animal en République, genèse du droit des bêtes. En d'autres temps, donc, ces questions ont déjà été abordées, et je reviens donc à l'une de mes questions premières, a-t-on bien changé de paradigme ? Car, j'en arrive doucement à ma troisième partie, qui serait une critique de ces soubassements épistémologiques.
A-t-on bien changé de paradigme? Il semblerait bien en fait que la nouveauté soit assez rare. Et sans doute nous faudrait-il réfléchir un peu plus avant lorsque l'on évoque un non-human turn, cherchant à dépasser aussi bien l'humanisme et la modernité et affirmer un post-humanisme étroitement lié à une approche postmoderne. Donc la question dans les critiques, la première critique concernerait, touchant aussi bien les animal studies que les post-colonial studies, et celle de la nouveauté. On a dit à plusieurs reprises, on m'a présenté à plusieurs reprises comme germaniste, et je me suis beaucoup occupée des questions coloniales, des utopies coloniales allemandes, et qui ont été écrites autour de 1900. Et il me semble que les concepts de mimicry et d'hybridity, tels qu'elles ont été développés par les théories postcoloniales, ont déjà été largement déployés dans ces textes. Je pense à des textes comme celui de Lazar von Hellenbach, Die Insel Melonta, ou encore à Freiland de Theodor Herzka, qui est un socialiste utopique. Je n'en parlerai pas davantage ici. Ceci a fait l'objet de nombreux travaux et de publications. Germaniste, je me suis également intéressée à une éventuelle spécificité de l'espace germanophone qui fut certainement le creuset d'une pensée, ou si l'on veut d'une Weltanschauung, que l'on peut tenir pour spécifique. Celle-ci s'est développée à partir de la naturphilosophie goethéenne et du romantisme, non seulement littéraire mais aussi politique, dans le sillage de l'organicisme tel que le comprenaient Schelling, Schleiermacher ou encore Adam Müller. Tout au long du XIXe siècle, penseurs et savants cherchèrent à retisser sur un autre mode le lien unissant les hommes entre eux, mais aussi à repenser le lien les unissant à l'ensemble du vivant. Je pense en particulier aux théories monistes d'un Ernst Haeckel, par exemple, qui est quand même qui a donné le premier la définition de l'écologie, et qui s'oppose à ce qu'il tient pour un complexe géocentrique et un complexe anthropocentrique, et qui posera donc de facto la question animale. J'ai aussi écrit sur Ernst Haeckel par ailleurs, donc je n'ai pas le temps aujourd'hui de développer ces approches monistes. Toujours est-il que Ernst Haeckel est une des personnes les plus lues en Allemagne entre 1900 et 1920. Donc ces théories ont vraiment marqué et forgé pas seulement, je dirais, la pensée allemande, mais en fait toute la société allemande. Donc, si je me pose quand même la question, si nous n'avons finalement jamais été modernes, pour reprendre le titre d'un ouvrage de Bruno Latour, l'espace germanophone l'a sans doute été moins encore que nous autres, et semble avoir creusé plus profondément la crise de l'humanisme métaphysique, et ce, bien avant que la question animale ne fût au centre des débats. Et lorsque l'on affirme que la séparation nature-culture mine l'approche philosophique occidentale, ce que l'on entend quand même assez souvent, l'on ne peut que poser la question, que l'on a d'ailleurs cessé d'adresser aux théoriciens postcoloniaux, mais de quel Occident parlez-vous? Mais de quelle Europe parlez-vous? Donc, mon premier point concernait donc la question de la nouveauté. Mon deuxième point, je l'ai appelé zoocentrisme contre humanisme, point d'interrogation. Donc force est de reconnaître que pour ce qui est de la relation homme-animal, la biologie est devenue le principe organisateur dominant, impliquant un décentrement de l'humain, un détachement de la métaphysique et des sciences de l'homme, jusque-là centré sur ce qu'on appelait le propre de l'homme, et qui semblerait être noyé aujourd'hui dans une forme de zoocentrisme hérité du continuisme darwinien dont nous avons parlé en début d'après-midi, ancré dans l'idée qu'il existerait une différence de degré et non pas de qualité entre l'homme et l'animal.
Et c'est aujourd'hui la biologie de l'évolution, la génétique, la primatologie ou encore l'éthologie qui sont chaque fois convoquées lorsqu'il est question d'un propre de l'homme dont l'existence est remise systématiquement en doute, l'homme étant désormais considéré comme un animal comme les autres. Ce qui, tout de même, ne va pas de soi. Je voudrais maintenant parler très rapidement de la question peut-être du discernement. Toutes ces critiques que je formule là sont, c'est pas des critiques, ce sont des questions que je pose, ont également été adressées aux théoriciens postcoloniaux. On leur a reproché d'amalgamer les choses, la situation coloniale étant extrêmement complexe et extrêmement variée, qu'elle se développe dans des situations extrêmement différentes. Comment peut-on globaliser à ce point-là les approches ? On pourrait également poser la question pour ce qui est des animal studies et se demander finalement de quel animal parle-t-on ? De la tique que tout un chacun essaye d'exterminer et dont Gilles Deleuze a essayé de reconstituer le Umwelt dans un texte resté fameux, des grands singes, chers à nombre d'éthologues, et finalement, ne faisons-nous pas preuve d'un manque de discernement entre les espèces ? Ces études animales impliquent la déconstruction d'un mode de pensée, une sortie de nos catégories, la promotion d'un système radicalement autre, doivent-elles prendre la forme ce que j'appellerais d'une croisade postmoderne à la mode postcoloniale ou dans notre cas post-humaine. Cette nouvelle approche, faiblement heuristique, ainsi qu'en témoigne l'opacité des textes d'un Homi Bhabha ou d'Induna Haraway, est-elle finalement bonne à penser ? Question ouverte. Bonne à penser, je vais faire le lien sur le dernier point, concernant ce que j'appelais la morale. Car il me semble que les discours animalistes, tout comme les post-colonial studies, sont ancrés dans un certain moralisme qui, dans le cas des animal studies, ne va pas s'en rappeler le fameux 4 pattes bons, 2 pattes mauvais, orwellien de Animal Farm, comme si, je cite, « défendre un propre de l'homme était commettre une faute à l'égard des animaux, une faute morale, transformant le continuisme moins en un discours sur l'animal que pour l'animal. » Citation tirée de l'ouvrage d'Étienne Bimbenet, Le complexe des 3 singes, qui est paru le mois dernier. Ce type de questionnement a également été adressé aux théoriciens postcoloniaux. L'historien Romain Bertrand, par exemple, reproche aux approches postcoloniales de se situer entre la réflexion et la militance. Et pose la question de la distance par rapport à l'objet d'étude. Il est entendu que face à la violence faite aux animaux, une sorte d'empathie souffrante est nécessaire si l'on souhaite faire en sorte que l'homme ne soit plus une maladie mortelle de l'animal, ainsi que l'avait fort justement écrit Giorgio Agamben. Mais les aspects moraux doivent-ils nécessairement s'accompagner d'un discours animaliste impliquant d'abolir la frontière entre eux et nous ? Je vais encore poser la question à partir de l'ouvrage précédemment cité d'Étienne Bimbenet, qui remarque car c'est une chose de militer contre l'exploitation et le sort scandaleux fait aux animaux. C'en est une autre de croire que l'amélioration de leur sort implique d'abolir la frontière entre eux et nous. La différence anthropologique est une donnée qui appartient à la théorie scientifique et philosophique, et non un mur de la honte que l'on pourrait abattre comme on ouvre une cage.
Il souligne également qu'il est possible de respecter les animaux et peut-être que le fait de ne pas se raconter d'histoires à leur propos nous permettrait de préparer une communauté des vivants plus crédible et moins utopique à travers ce qu'il appelle un anthropocentrisme élargi. Celui-ci n'exclurait pas la rencontre des espèces à condition que soit maintenue la notion même d'espèce et de différence entre les espèces, étant entendu que le projet d'une réévaluation de l'animalité n'implique pas celui d'une dévaluation de l'homme. Pour finir, je voudrais revenir sur ma citation de départ. Si Gayatri Spivak avait répondu positivement à la question « Can the subaltern speak ?» en ajoutant « à condition que l'on veuille bien l'entendre », la question « Can the animal speak ?» à mon sens appelle une réponse plus nuancée. Je ne répondrai pas tout à fait. Bien que les animaux communiquent entre eux, et avec les humains, bien entendu, qui communiquent avec les animaux, bien entendu. Mais en fait, que signifie parler on repose... la question amène, à mon sens, tout de même la question du langage. Et le langage humain n'est pas que communication. Il est aussi poésie, il est aussi art, il est manipulation, il faut aussi prendre en compte la performativité du langage humain. Il existe bien sûr une autre possibilité de réponse qui se situerait plutôt dans le sillage de la réponse de Gayatri Spivak et que l'on pourrait formuler à partir du titre d'un ouvrage de Frans de Waal, lorsqu'il demande « Sommes-nous assez intelligents pour comprendre l'intelligence des animaux ?» suggérant ainsi l'idée d'une intelligence animale supérieure, mettant le doigt sur notre incapacité à comprendre le langage des animaux. Ainsi, et je m'arrêterai sur cette dernière phrase, le silence des bêtes ne serait plus que le reflet de notre surdité. Merci.